Vous dormez bercé par le clapotis des vagues. Imaginez un monde où les cités s'illuminent de 1000 feux de bronze, où le commerce international bat son plein, où les palais rivalisent dans de grandeur, et puis, soudain, le silence. Qui a effacé cet âge du bronze ? Comment un effondrement si brutal a-t-il pu faire basculer plusieurs civilisations ? C'est cette énigme que nous allons explorer. L'âge du bronze tardif, aux alentours de 1500 à 1200 avant notre ère, est souvent décrit comme une période d'abondance et de progrès. Des ports phéniciens aux cités mycéniennes, des royaumes hittites aux dynasties égyptiennes, le commerce du cuivre, de l'étain et des produits agricoles fleurissait. Mais on oublie trop vite que derrière cette splendeur, les signes de fragilité étaient nombreux. Des tablettes hittites évoquent des famines. Des papyrus égyptiens mentionnent des réfugiés affamés. Pourtant, ce sont surtout les reliefs d'Abou Simbel et de Médiné Abou qui ont fixé dans notre mémoire l'image des peuples de la mer, ces guerriers venus des flots qui auraient tout détruit dans leur passage. Que nous racontent vraiment ces sources égyptiennes ? Ramsès III se vante d'avoir repoussé une coalition de 5 nations maritimes, Pélesset, Djeker, Shekelesh, Denyen et Weshesh. Mais derrière ces noms énigmatiques, se cache-t-il l'histoire entière, ou bien s'agit-il d'un récit soigneusement élaboré pour glorifier le pharaon et peut-être dissimuler des faiblesses plus profondes ? Quand Ramsès proclame « Mepmales Sebeakra », ma main a saisi leur cœur, il cherche avant tout à rassurer son peuple et à asseoir son pouvoir. Les victoires militaires deviennent alors des totems de légitimité. Pourtant, quand on regarde plus loin, on observe que la destruction des palais mycéniens sur le continent grec, le saccage de certains sites en Anatolie centrale et la disparition des archives hittites à Hattusa se sont produits à peu près simultanément. Coïncidence ? L'hypothèse d'une invasion coordonnée par ces fameux peuples de la mer a longtemps dominé les esprits. Mais dès le XXe siècle, certains archéologues ont commencé à questionner cette lecture trop simplement militaire et migratoire. Et si ces flots guerriers n'étaient mis que l'un des aspects d'un processus d'effondrement plus vaste ? D'abord, observons la géographie. La Méditerranée orientale est un carrefour périlleux. Entre tremblements de terre, éruptions volcaniques et fluctuations climatiques, les sociétés de l'époque devaient composer avec des catastrophes naturelles. Plusieurs études récentes, Jonna, suggèrent qu'une série de sécheresses de plusieurs décennies a pu réduire drastiquement les récoltes, forçant des populations à se déplacer ou à se révolter contre leurs élites. Lorsque la famine s'invite, les armées se réforment, non plus pour conquérir, mais pour piller les voisins, et les alliances se défont. Ensuite, les réseaux commerciaux, qui étaient la colonne vertébrale de ces empires, deviennent vulnérables. La rupture soudaine des approvisionnements en matières premières, éteint pour l'alliage du bronze, céréales pour nourrir les cités, entraîne un effondrement en chaîne. Les palais, jadis centres de stockage et de redistribution, ne peuvent de plus remplir leur rôle. Les archives administratives s'interrompent, comme si l'écriture elle-même avait disparu. Qui tient alors la plume de l'histoire ? La réponse n'est pas univoque. Certains suggèrent que les peuples de la mer étaient davantage un rassemblement hétéroclite de réfugiés climatiques et de mercenaires poussés par la désolation vers les côtes fortifiées. D'autres avancent qu'ils représentaient une mutation dans l'organisation sociale, des communautés maritimes se formant en confédérations capables d'attaquer les villes littorales. Détail troublant, les Phéniciens, qui apparaissent peu ou pas sous ce vocable, semblent bien avoir survécu et prospéré ensuite. Ont-ils su négocier avec ces vagues humaines ? Ont-ils conservé un savoir-faire maritime différent ? Par ailleurs, les versions hittites et mycéniennes de l'épisode divergent. Là où l'Égypte parle d'une guerre gagnée, les tablettes d'Ahiyawa, le probable monde mycénien, montrent des signes de troubles internes et revendiquent une forme d'autonomie dans certaines régions. Les archives hittites s'arrêtent brutalement, comme si le centre même de l'administration avait été abandonné. Et le mélange de destruction et de continuité, certaines cités repartent presque aussitôt, d'autres restent. Les débats sur l'identité des peuples de la mer restent d'un effondrement systémique plutôt que d'une simple invasion. Autochtones anoméens, population de la mer Égée, Balkans, voire groupes nomades d'Anatolie occidentale. Chaque théorie s'appuie sur la linguistique, l'archéologie, l'étude des restes humains et, plus récemment, l'ADN ancien. Mais si l'on se concentre uniquement sur l'étiquette « peuple de la mer », on risque de passer à côté d'un point crucial.
Ces peuples portent le témoignage d'un monde en crise, où l'habitude de l'échange s'est muée en compétition pour la survie. Et que dire de ceux dont on ne parle presque jamais? Les paysans restés dans les vallées, qui se sont réorganisés en petites communautés rurales, les prêtres qui ont peut-être abandonné des savoirs ancestraux faute de soutien royal, les artisans du métal qui ont dû redécouvrir les secrets du bronze à mesure que la métallurgie décline. Qui consigne leurs histoires? Les pharaons ont-ils laissé sculpter sur leurs murs les récits de ces oubliés? Ou ces mémoires sont-elles perdues, ensevelies sous les décombres de palais incendiés? Ainsi, le effacement de l'âge du bronze est moins l'œuvre d'un seul envahisseur que le résultat d'une conjonction de facteurs: crise climatique, effondrement commercial, instabilité politique, révolte populaire et présence des fantômes maritimes appelés les peuples de la mer. Mais alors, quelle part revient à chacun? Et pourquoi notre mémoire collective retient surtout le récit égyptien, glorifiant Ramsès III? Cette histoire soigneusement taillée dans la pierre nous invite à interroger la sélection des sources. Qu'est-ce qui mérite d'être gravé et qu'est-ce qui est intimidé par les nouvelles dynastites qui émergent? En écho à cette réflexion, imaginez ces tablettes disparues, ces manuscrits carbonisés, ces archives noyées dans la poussière, et si l'on trouvait demain, sous les décombres d'Ugarit ou de Mycène, un fragment qui bouleverserait tout, un témoignage d'un dirigeant local, d'un scribe ou d'un réfugié racontant un autre scénario, l'histoire, comme un fleuve souterrain, peut surgir là où on ne l'attend pas. Dans le prochain épisode, nous remonterons le temps pour découvrir la splendeur de l'âge du bronze tardif, ses grands centres urbains, ses réseaux d'échanges et les innovations qui ont rendu possible cet âge d'or avant l'ombre des peuples de la mer. Nous verrons comment ces sociétés vivaient au quotidien, avant que la normalité ne se brise. Vous voici de nouveau plongé dans les reflets luisants de l'âge du bronze tardif, cette parenthèse d'abondance qui précéda l'ombre des peuples de la mer. Après avoir soulevé l'énigme de qui a vraiment effacé l'âge du bronze, explorons maintenant la splendeur d'un monde interconnecté, où cités, royaumes et marchands tissaient un réseau d'échanges et d'innovations sans pareil. Imaginez Mycène, Hattusa, Ugarit et Thèbes s'éveillant à l'aube, leurs palais scintillant de fresques, leurs cours regorgeant de bronze poli et d'ivoire ciselé. Partout résonne le martèlement des forges. Les artisans façonnent épées, haches et bijoux, mêlant cuivre et étain en alliage, toujours plus résistants. Dans les ateliers de Byblos ou d'Athènes, les potiers inventent des décors géométriques, tandis que dans les temples d'Amon à Karnak, de nouveaux cultes se structurent autour de divinités à l'identité parfois floue, reflet d'une culture partagée. Au cœur de cette époque, le commerce international est simplement le poumon d'une prospérité frémissante. Les routes maritimes serpentent de Tyr à Rhodes. Des galères croisent donc des gabares chargés de lingots d'étain venus des montagnes d'Anatolie, indispensables à la fabrication du bronze. Le cuivre, extrait des mines de Chypre et de la péninsule ibérique, circule jusqu'aux ateliers crétois qui expédient en retour des amphores d'huile d'olive et de vin caparaçonnés de sceaux royaux. Ces flux incessants de marchandises font naître une économie de troc sophistiquée, animée par des négociants polyglottes, prêts à négocier leur cargaison contre du bois précieux, des textiles ou même des chevaux. Cette effervescence commerciale s'accompagne d'une révolution administrative. La découverte des tables d'argile d'Ugarit et des correspondances d'Amarna révèle l'existence d'un véritable système diplomatique international. Les souverains s'échangent lettres, cadeaux et épouses afin de sceller des pactes et d'assurer la paix. Dans ces missives longes et formelles, on décèle déjà l'art de la rhétorique politique. Promesses de dots somptueux, menaces voilées de représailles, invocations de divinités communes pour garantir la fidélité des alliés. Cette écriture protégée dans des archives palatiales devient le symbole même du pouvoir et de la légitimité. Les palais, quant à eux, ne sont pas de simples résidences princières, mais de véritables centres de production et de redistribution. À Mycène, les Sassanans, les citernes stockent céréales et vins, prêts à alimenter non seulement l'élite, mais aussi une classe d'artisans spécialisés, forgerons, tisserands, graveurs de sceaux. Les travaux consomment chaque hiver la main-d'œuvre de centaines de paysans, prélevés sous forme de corvées pour entretenir les infrastructures et entretenir le prestige princier. Cette organisation centralisée est une prouesse logistique, fruit de siècles d'expérimentation bureaucratique. Dans le domaine technique, l'âge du bronze tardif voit aussi l'émergence de premières expérimentations métallurgiques sur l'étain fin et l'alimentation en alliage particulier pour la confection de pointes de flèches ou de pièces d'orfèvrerie.
Des scories métalliques retrouvées à Kültepe en Anatolie témoignent d'une maîtrise croissante des températures de fusion, prélude aux métaux plus durs qui viendront après l'effondrement du bronze. C'est dans ces forges que naîtra, des siècles plus tard, la transition vers le fer, suscitant autant de mythes et de légendes. Au-delà des métaux et des marchandises, l'échange culturel atteint son paroxysme. Les artistes mycéniens s'inspirent des décors égyptiens, tandis que les tesselles de mosaïques hittites trouvent leur équivalent sur les rivages crétois. Les motifs marins, coquilles, poissons stylisés apparaissent sur des bijoux anatoliens et la langue akkadienne, véhiculaire dans les chancelleries, se mêle à des idiomes locaux, annonçant la naissance de nouvelles formes de communication écrite. L'urbanisme lui-même s'en ressent. Les cités portuaires s'étendent, fortifient leurs remparts et aménagent conquets de pierre pour accueillir flottes marchandes et galères royales. Ugarit s'équipe d'une haute tour de guet. Byblos, jadis simple comptoir phénicien, érige des palais de pierre calcaire, témoins d'une richesse accumulée grâce au commerce du papyrus et de la pourpre. Un réseau de routes terrestres relie ces ports à l'arrière-pays. Des relais pour voyageurs, des auberges. Mais derrière cette façade de prospérité du monde, les fondations tremblent où les marchands déposent les palais sont gourmands avant de reprendre la mer. Leur entretien exige une fiscalité lourde, parfois insoutenable pour les paysans et les commerçants. Les grands axes commerciaux, vulnérables aux tempêtes ou aux attaques de pirates, n'offrent aucune garantie de sécurité. Les archives palatiales regorgent de plaintes pour grains détournés, de pétitions pour la réparation de navires endommagés, de rapports sur les épidémies de rouille touchant les cultures d'olives et de céréales. Enfin, cette union de royaumes côtiers laisse parfois les régions intérieures à l'écart. Montagnes hostiles, vallées repliées où survivent des communautés paysannes indépendantes. Ces groupes, en marge de la prospérité palatiale, développent des formes de vie autonomes, préfigurant des réorganisations sociales après la chute. Le contraste entre la richesse ostentatoire des cours et la simplicité rurale accentue des inégalités politiques et économiques que nul traité ne peut entièrement combler. Ainsi s'achève ce tableau de l'âge du bronze tardif. Une époque de grandeur technique et artistique, de diplomatie florissante et d'échanges effrénés, mais aussi d'ombre, tensions sociales, fragilité des réseaux commerciaux et pression environnementale. Ces mêmes pressions, insuffisamment contenues, prépareront le terrain à l'onde de choc des peuples de la mer. Dans le prochain épisode, nous entreprendrons un voyage vers les rivages de la Méditerranée orientale pour examiner les premiers signes de rupture, famine, migration forcée et catastrophes climatiques, et comprendre comment ce monde... Vous sentez-vous déjà les premières fissures sous la surface lisse de l'âge du bronze tardif? Après avoir savouré la splendeur des palais marchands, des ateliers bruissants d'activités et des archives diplomatiques, il est temps de suivre les premières traînées de camin de fumée annonçant le grand désastre. Quels indices, parfois discrets, ont annoncé l'effondrement qui allait emporter tant de cités? Comment des phénomènes apparemment isolés, sécheresse, famine, mouvements de population, ont-ils convergé pour fragiliser un monde réputé stable? Dès le milieu du XIIIe siècle avant notre ère, des signes inattendus apparaissent dans les tablettes assyriennes et hittites. Des lettres de Hattusa évoquent l'année sans été, où le froid persistant a retardé la récolte d'orge jusqu'à l'automne. Les scriptas de Nimroud parlent de convois détournés, de palefreniers contraints de nourrir leurs chevaux à l'écorce d'arbres faute de fourrage. Ces détails, souvent relégués au rang d'anecdotes, trahissent pourtant un dérèglement climatique d'ampleur. Augmentation des pluies torrentielles, glissement de terrain, alternance de sécheresse et de cruissances soudaines. Dans les montagnes de la Phrygie et en Cappadoce, des séismes plus fréquents remettent en question la solidité des fondations. On retrouve des traces de reconstruction successives, autant de cicatrices dans les murailles. Les archives d'Ugarit mentionnent une année des tremblements, où les offrandes aux divinités se multiplient, comme si l'on tentait d'apaiser des forces invisibles. S'agit-il d'un phénomène géologique brutal ou du prélude à une période d'instabilité météorologique plus vaste? Le changement climatique ne frappe pas seulement les palais royaux, il s'abat d'abord sur les communautés rurales. Des fouilles archéologiques sur le plateau anatolien révèlent une nette réduction de la taille des grains et la présence de pollen d'espèces résistantes à la sécheresse. Les bassins d'irrigation sont rapidement obstrués par des sédiments et les canaux, négligés faute de main-d'œuvre, se dégarnissent. La pression sur les campagnes se fait sentir. De nombreux sites, occupés depuis des siècles, sont abandonnés au profit de zones plus humides, dans un exode silencieux.
Les témoignages égyptiens, pourtant centrés sur la vallée du Nil, ne restent pas indifférents. Les papyrus Harris mentionnent des périodes de crues exceptionnellement basses où le Nil scarifié oblige les paysans à travailler de plus longues journées pour nourrir la capitale. Des manuels médicaux décrivent dans des épidémies de fièvre et de dysenterie liées à la contamination des eaux stagnantes. Lorsque la sécurité alimentaire vacille, la cohésion sociale se fissure, révoltes sporadiques éclatent dans le delta, certaines de stoppées dans le sang, d'autres négligées par un pouvoir déjà accaparé par des menaces plus lointaines. C'est pourtant sur les côtes que la vulnérabilité devient criante. Les Phéniciens, jadis maîtres des flottes marchandes, signalent des naufrages dus à des tempêtes soudaines et violentes, d'autant plus redoutables que les capitaines n'ont pu reconstituer leurs cartes maritimes depuis plusieurs années. Les archives d'Ugarit évoquent des galères coulées dans la baie, des cargaisons de blé et de lin gisant au fond de l'eau, irrécupérables. Chaque navire perdu représente non seulement une perte économique, mais aussi la discontinuité d'un lien vital pour l'approvisionnement des palais. Et puis, il y a ces nouveaux venus repérés par les gardes de Tel d'Or et de Gaza, des familles entières débarquant, fuyant la sécheresse des terres intérieures. Certains archéologues parlent de colons climatiques, d'autres parlent de migrants de survie. Mais qu'importe le terme, ces déplacements massifs introduisent donc des dynamiques inédites. Des communautés de langues et de coutumes différentes se retrouvent en concurrence pour l'accès à l'eau, aux terres cultivables, aux places dans les greniers municipaux. Les tensions quotidiennes s'exacerbent, jetant les bases d'un mécontentement généralisé. À Mycènes, les citernes remplies à l'automne ne suffisent donc plus à passer la saison des pluies. La population s'est réduite à puiser dans des sources de plus en plus éloignées. Des offrandes votives à Dionysos, dieu du vin et de la fertilité, témoignent d'une angoisse latente. Faivarteta fait revenir la pluie, implorant certains. Les fresques des palais, jadis témoins de festins et de cérémonies, se partent alors de motifs religieux plus austères, symboles d'une ferveur naissante face à l'inexplicable. Mais ce n'est pas seulement la nature qui gronde. Les structures politiques, basées sur l'échange et la redistribution, commencent à se dérégler. Les palais hittites sont incapables de rassembler assez de denrées pour honorer leurs alliés. Les traités de paix, jadis scellés par l'échange de présents somptueux, se vident de leur substance. Les lettres d'Amarna, qui depuis des décennies faisaient circuler messages et parchemins, s'espacent, certaines disparaissent même, comme si l'élite n'avait plus le loisir d'écrire. Dans ce contexte de vulnérabilité croissante, comment les élites réagissent-elles ? Les reliefs de Médine Abou montrent Ramsès III repoussant les peuples de la mer sur les plages, sabre à la main. Pourtant, ces succès militaires, mis en avant sur les murs, ne suffisent pas à colmater les brèches sociales et environnementales. La mise en scène de l'autorité est là pour rassurer, pour perpétuer l'idée d'un pouvoir inébranlable. Mais la réalité en sous-main est celle d'un monde en sursis. Certains historiens modernes voient dans ces signes avant-coureurs la marque d'un effondrement systémique, comparable à une maladie chronique dont on ne traiterait que les symptômes. Famine après famine, inondation après inondation, la résilience des sociétés atteint ses limites. D'autres, plus optimistes, avancent que ces crises ont aussi été l'occasion d'expérimentations techniques, nouvelles formes de stockage, cultures résistantes à la sécheresse, alliances plus flexibles. Mais cette capacité d'adaptation a-t-elle vraiment eu le temps de se mettre en place avant la débâcle ? En observant ces prémices, un sentiment d'urgence se dégage. L'effondrement n'est pas tombé du ciel. Il a germé dès que les premiers grains ont manqué, dès que les premiers tremblements ont craquelé les murailles. Et plus surprenant encore, cette fragilité était inscrite dans la logique même d'un système complexe, fondé sur l'échange intensif et la dépendance mutuelle. Car quand le commerce devient indispensable, la moindre rupture se répercute à l'infini. À présent, vous entendez peut-être le grondement lointain. C'est le fracas de la vague suivante, celle des peuples de la mer qui s'avancent. Mais que nous racontent vraiment les archives égyptiennes ? Comment Ramsès III a-t-il choisi de représenter cette invasion et pourquoi son récit triomphal occulte-t-il tant de détails ? Dans le prochain épisode, nous plongerons dans les reliefs et les papyrus de l'Égypte ancienne pour décrypter ces récits et questionner la mémoire officielle de l'une des plus grandes civilisations de l'Antiquité. Vous voilà de retour en Égypte, au cœur d'un récit monumental gravé dans la pierre et inscrit sur le papyrus. Ici, la mémoire d'un empire se raconte en images et en mots tissés de triomphes, de peurs et d'honneurs.
Après avoir suivi les prémices de l'effondrement, sécheresse, tremblement de terre, famine, émigration, nous allons maintenant sonder les archives égyptiennes, ces sources officielles qui ont fixé à jamais le souvenir des peuples de la mer. Que nous apprennent réellement ces reliefs de Médiné Abou, ces papyrus solennels et ces autobiographies de tombeaux, et comment distinguer la parole de l'histoire de l'écho de la propagande. Sur les murs du temple de Médiné Abou, construit par Ramsès III à la fin du XIIIe siècle avant notre ère, se déroule un véritable théâtre de pierre. Les reliefs, polychromes à l'origine, décrivent les débarquements, les combats et les supplices infligés aux captifs. Vous y voyez des hommes coiffés d'un bonnet mou, armés d'arbalètes, tenant un bouclier rond, ce sont les Pélésètes, que l'on associe aux Philistins plus tardifs. Plus loin, des guerriers au visage buriné et aux cheveux nattés, peut-être les Shekelesh, se dressent face aux archers égyptiens. Chaque scène est minutieusement légendée en hiéroglyphes, avec des déterminatifs qui évoquent Nathan à la mer, la guerre et l'étranger. Pourtant, derrière la précision de ces images, que cherche-t-on à vous convaincre ? D'un côté, la force implacable d'un pharaon défendant sa terre, de l'autre, l'existence d'une menace venue de l'eau, mystérieuse et terrifiante. Non loin de là, dans le papyrus Harisprun, souvent qualifié de plus long document administratif de l'Égypte ancienne, Ramsès III se félicite d'avoir anéanti les peuples de la mer et d'avoir restauré la prospérité du pays. Ce texte copié dans les grands temples énumère les dépouilles, les butins et les rebelles, écrasés comme des épis sous la faux. Mais l'excès de zèle poétique masque-t-il aussi des failles ? Les éditions modernes de ce papyrus montrent que plusieurs feuillets sont effacés ou endommagés, comme si certaines informations gênantes avaient en disparu. Quels sont ces passages manquants ? Peut-être évoquait-il des compromis, des accords ou même l'emploi de mercenaires parmi les vaincus. Dans les tombes de hauts fonctionnaires, comme celle de Khaemouasset à Saqqara, on trouve des autobiographies où l'on célèbre la grandeur du roi. On y lit des passages sur des nations venues en flot, sur des citernes percées, sur des éléphants du roi de... On remarquera l'absence curieuse de toute évocation des troubles sociaux intérieurs, révoltes paysannes, pénuries agricoles, intrigues au palais. En focalisant l'attention sur l'ennemi maritime, l'écriture officielle détourne les regards d'un effondrement déjà amorcé de l'intérieur. Le pharaon, rédacteur en chef de sa propre histoire, choisit ses héros et ses victimes pour renforcer son image de protecteur invincible. Pourtant, les reliefs révèlent eux aussi des contradictions. Si certains se réjouissent de voir des épées plantées dans le sable, d'autres se demandent pourquoi on n'a pas représenté ici les familles fuyant la famine, les réfugiés s'entassant sur les quais, la population civile terrée derrière les remparts. Les fouilles sous-marines menées récemment au large de la côte méditerranéenne ont retrouvé des épaves datées de la même époque, chargées de céramique, de vin et de grains, non pas des navires de guerre, mais des bateaux marchands. N'était-ce pas eux la cible première des peuples de la mer, désireux de piller des vivres plutôt que de conquérir la vallée du Nil ? Les papyri administratifs, plus prosaïques, jettent une lumière différente. Dans certains contes du trésor, réapparus dans les déblais de Karnak, on constate une chute brutale des recettes en métaux précieux et en céréales. Vous pourriez croire que c'est la preuve d'un pillage externe, mais ces documents font état aussi de levées de main-d'œuvre forcées, de corvées agricoles redoublées et d'augmentation d'impôts. Les funérailles royales, elles, continuent de somptueuses cérémonies, financées par une bureaucratie qui sert la vis au peuple. Qu'en est-il vraiment ? Une nation assiégée ou un régime aux abois, usant de la peur pour se maintenir ? Plus encore, le vocabulaire employé dans les récits officiels mérite qu'on s'y arrête. Les termes hiéroglyphiques pour « étranger » et « ennemi » se succèdent, laissant peu de place à la nuance. Les peuples de la mer sont dépeints comme un bloc homogène, alors que les archéologues identifient aujourd'hui au moins 5 groupes aux origines et aux cultures diverses. En amalgamant ces populations sous le même stigmate, l'Égypte préserve son unité narrative. Tous les malheurs viennent d'une même source extérieure, jamais d'errements internes. Mais qu'aurait-on découvert si l'on avait consigné séparément les noms, les langues, les coutumes ? Nous serions peut-être face à une mosaïque d'alliances opportunistes, de déplacés climatiques, de pirates et de mercenaires. Pourtant, certaines stèles plus intimes offrent un contrepoint émouvant. Une inscription funéraire mentionne la mort d'un soldat tombé au combat contre les peuples de la mer, louant son courage et sa fidélité. Le texte ajoute « Je laisse mon épouse et mes enfants pour que le Nil coule encore ». Dans cette simple phrase, vous percevez la tragédie individuelle, éclipsée par le grand récit guerrier. Elle rappelle que, derrière les grandes batailles, il y avait des vies brisées, des familles endeuillées,
des mémoires privées qui ne survivront pas au rouleau compresseur de l'histoire officielle. Alors, en refermant ces chapitres de pierre et de papyrus, vous comprenez que l'Égypte a bien conservé le souvenir des peuples de la mer, mais selon ses propres termes. Les reliefs triomphants et les textes solennels dressent le portrait d'un ennemi unique, prochain à être anéanti par la poigne du pharaon, tandis que d'autres crises moins glorieuses dotaient son passé sous silence. Si bien que, pour retrouver la vérité, il faut lire entre les lignes, fouiller les sédiments, comparer ces archives à celles des royaumes voisins. Dans le prochain épisode, nous quitterons les rives du Nil pour entendre d'autres voix, celles des Hittites et des Mycéniens. Leurs tablettes et leurs ruines offrent des témoignages parfois discordants, mais tout aussi précieux. Ensemble, nous découvrirons comment ces autres civilisations ont enregistré, à leur façon, l'arrivée des peuples de la mer, et comment leurs récits complètent ou contredisent la version égyptienne que nous venons d'explorer. Vous voici à présent aux confins de deux grands royaumes de l'âge du bronze tardif, là où les échos des cités mycéniennes et hittites résonnent d'un autre son de cloche. Après avoir exploré les récits égyptiens, plongeons dans les voix moins connues de ceux qui ont ressenti, chacun à leur façon, le bruissement venu de la mer. Imaginez-vous dans la salle du trône du palais de Pylos, en Grèce, vers 1250 avant notre ère. Les murs, jadis ornés de fresques colorées représentant des processions princières, sont désormais noircis par la fumée d'un incendie. Les tablettes d'argile, gravées en linéaire B, ont survécu. Elles consignent les stocks de vin, de blé et d'huile, mais ne font aucune mention explicite d'une invasion maritime. Et pourtant, dans l'ombre, on sent la tension. Des listes de soldats mobilisés, des dépenses pour réparer les remparts, des provisions destinées à des réfugiés sans nom. Contrairement aux papyrus égyptiens, les Mycéniens ne peignent pas leur ennemi. Ils protègent leur écriture. Le silence même des archives devient un indice. Pourquoi enregistrer les vivres pour des familles déplacées si l'on n'en attendait pas des milliers ? Les fouilles archéologiques dévoilent des couches de destruction simultanées à Tirynthe, Mycène et Orchomène, marquées par des céramiques brisées et des armes calcinées. Ces destructions sont si soudaines qu'elles suggèrent une agression extérieure, mais aucune liste de peuples de la mer n'apparaît dans ces inventaires. Plus au nord-est, dans l'Empire hittite, les scribes écrivent en akkadien sur des tablettes venant de Hattusa, Ninive et Ugarit. Les lettres royales mentionnent les terres de Luka et de Massa, des rivages ioniens où des groupes maritimes se seraient organisés. Certains chercheurs voient dans le mot Luka une possible allusion à la Lycie, tandis que Massa pourrait désigner les Cyclades. Les Hittites parlent de tribus de la mer, s'en prenant aux côtes, mais aussi aux routes commerciales intérieures, attaquant des carrefours marchands. Là encore, pas de récit héroïque, davantage de rapports militaires, de demandes d'aide logistique et de promesses de renfort. Le fameux lettre de Tawagalawa, adressé par un roi hittite à un souverain Ahiawa, les Mycéniens, évoque un différend pour des terres contestées. Ce texte ne mentionne pas directement les peuples de la mer, mais il révèle une préoccupation pour la stabilité de toute la Méditerranée orientale. Les rois hittites supplient leurs homologues de l'Ouest de contenir ces bandes maritimes avant qu'elles ne franchissent les détroits et n'atteignent les cités pourtant réputées invulnérables. Pourtant, dans les deux cas, ce ne sont pas les noms égyptiens des Pélésètes ou des Shekelesh que l'on retrouve, mais des désignations plus locales. L'hôte de la côte occidentale, les ravageurs des plaines. Le regard mycénien s'attarde sur les conséquences immédiates. Palais inoccupés, champs en jachère, diaspora d'artisans, tandis que le regard hittite se concentre sur la géopolitique régionale, sur les alliances cogents troublées et les mercenaires à engager. La juxtaposition de ces archives fait naître plus de questions que de réponses. Pourquoi les Mycéniens n'ont-ils pas laissé un récit formel ? Peut-être parce que leur administration, déjà surchargée par la gestion des biens de la cour, n'a pas su le loisir de consigner une crise jugée insoluble. Peut-être aussi parce que l'écriture linéaire B était un outil prioritairement économique et non narratif. Les Hittites, quant à eux, parlaient en un akkadien diplomatique, plus apte à inscrire des événements politiques, mais restent muets sur le sort des populations rurales, pourtant nombreuses dans leurs étapes tributaires. Dans les palais détruits, on a retrouvé des objets mycéniens dans les couches de destruction hittites, et vice-versa. Des fragments de vases importés de Carthage proto-phénicienne reposent parmi les décombres d'un temple à Hattusa.
Ces échanges suggèrent que, malgré les menaces, le commerce ne s'est jamais totalement interrompu. Des marchands fonctionnaient encore dans les zones frontières, offrant un verre de vin ou un sac d'étain à ceux prêts à payer le prix. Ainsi, les Mycéniens et les Hittites vivaient dans une interdépendance précaire, reconnaissant chacun la vulnérabilité de l'autre. Les analyses récentes d'ADN ancien révèlent que, parmi les squelettes exhumés de tombes mycéniennes tardives, certains individus présentent des marqueurs génétiques non autochtones. Ils pourraient être des réfugiés ou des mercenaires venus du Levant ou d'Anatolie, mêlés aux populations locales, intégrés jusqu'à devenir invisibles. Les Hittites, pour leur part, enregistraient dans leur recensement des groupes venus de la mer, parfois employés comme conscrits dans leur régiment. Le croisement de ces données biologiques avec les textes dessine un paysage humain complexe, fait d'alliances et de coercition, de migration forcée et d'acculturation rapide. Mais si les archives officielles sont souvent éloquentes par leur retenue, les ruines parlent d'elles-mêmes. À Midea, inondée par un torrent, on décèle une couche de limon déposée en un seul événement climatique, peut-être lié à une grande crue. À Sardis, dans l'ouest de l'Anatolie, un incendie conjoint à des squelettes polymorphes témoigne de combats acharnés où mercenaires et guerriers maritimes auraient lutté pour le contrôle de la ville. Les tessons de poterie inscrits en alphabet pré-phénicien montrent une écriture naissante, peut-être celle d'anciens commerçants devenus scribes improvisés après la chute des chancelleries royales. Quand on relie ensemble ces récits muets et ces vestiges brisés, on comprend que l'effondrement des réseaux mycéniens et hittites n'a pas été qu'une réaction d'urgence face à une invasion. Il s'est agi d'une série d'adaptations brutales, des élites cherchant à recruter des troupes étrangères, des communautés rurales se repliant sur l'agriculture de subsistance, des bourgs fortifiés se transformant en camps improvisés. Les peuples de la mer apparaissent alors comme l'un des catalyseurs d'une crise systémique, plutôt que comme ses seuls auteurs. Ce dialogue silencieux entre Mycéniens et Hittites ouvre la voie à une question plus précise encore. Qui étaient exactement ces vagabonds de la mer? D'où venaient-ils et pourquoi cette convergence de mouvements à travers une si vaste étendue maritime? Dans le prochain épisode, nous tenterons de répondre à cette énigme en scrutant les hypothèses sur les origines des peuples de la mer, Phrygiens, Thraces, autochtones d'Asie mineure ou réfugiés climatiques, pour approcher un peu plus la vérité derrière les vagues. Vous êtes de retour sur les rivages agités de la Méditerranée, là où, il y a plus de 3 millénaires, un convoi de navires, aux voiles déchirés par le sel, a débarqué pour toujours marquer les pages de l'histoire. Qui étaient vraiment ces peuples de la mer? D'où venaient-ils, ces guerriers anonymes que les hiéroglyphes égyptiens égrènent sous 5 ou 6 noms mystérieux? Entre traditions orales, indices archéologiques et analyses génétiques, plusieurs hypothèses s'affrontent. La première piste conduit vers la mer Égée. Les Mycéniens eux-mêmes parlent peut-être sous le vocable dénien des Danaoi de la légende homérique. Le mot rappelle étonnamment celui des Achéens, ces Grecs de l'âge du bronze tardif. Certains archéologues voient dans les armures et les armes retrouvées sur les sites détruits, jambières métalliques, épées en bronze, une parenté stylistique avec celle du Péloponnèse. Des restes osseux, analysés récemment, porteraient des marqueurs communs à certaines populations du sud de la Grèce. Mais est-ce la preuve d'une invasion mycénienne ou simplement celle de mercenaires naviguant au gré des alliances? Plus à l'ouest, l'hypothèse sarde retient l'attention. Les Égyptiens évoquent les Sherden, décrits coiffés d'un casque à cornes et armés de lances longues. Ces attributs évoquent curieusement les guerriers figurés sur des stèles de Sardaigne et de Corse. Des fouilles sur l'île de Nourag ont mis au jour des soldats tumulaires dont l'équipement ressemblait, par sa forme et sa taille, à celui des captifs peints à Médine Habou. Certains chercheurs suggèrent donc qu'un contingent, animé par la soif de butin ou poussé par la rareté des terres, aurait pris la mer pour rejoindre ces coalitions maritimes. Mais comment expliquer leur intégration dans un groupe si lointain? La Sicile n'est pas en reste. Le nom Shekelesh fait allusion pour certains philologues aux Sicani ou aux Sicels, deux peuples autochtones de l'île. Les vestiges de leur céramique sombre, parfois marqués de motifs linéaires, ont été identifiés dans des couches de destruction de temples crétois et phéniciens. On imagine des familles entières quittant l'île, poussées peut-être par des éruptions volcaniques sur l'Etna ou par une pression démographique croissante. Mais cette théorie bute sur le silence des archives locales, presque inexistantes pour cette période.
Le cas le plus sûr reste celui des Loukas, mentionné avec insistance dans les textes hittites. Cette désignation renvoie, semble-t-il, aux côtes de Lycie, dans l'Anatolie occidentale. Les Hittites se plaignent de raids incessants sur leur comptoir maritime attribués à ces hommes de l'homme de la côte. Des dépôts de haches et de lames de poignards, typiques de la métallurgie lycienne, ont été mis au jour près des ports hittites. Peut-on penser à un soulèvement de communautés côtières, habituées à la navigation, qui se seraient enfédérées prêtes pour piller les cités intérieures? Entre ces groupes identifiés, d'autres restent plus énigmatiques. Les Tchékers, associés à certains oasis de la côte levantine, et les Weshesh, dont le nom résonne comme un écho lointain du peuple de l'Ouest. Les recherches récentes languent parfois les Tchékers à la ville de Dor, sur le littoral israélien, tandis que les Weshesh échappent à toute localisation certaine. Leur inclusion dans la même coalition pose la question: comment ces divers peuples, éloignés géographiquement et culturellement, se sont-ils coordonnés? C'est sans doute là que réside le cœur du mystère. Les peuples de la mer n'étaient pas un seul peuple, mais une confédération hétéroclite. Refuges climatiques jetés à la mer, mercenaires itinérants, pirates opportunistes cherchant un butin facile. Autant de profils dont la convergence autour d'objectifs communs, l'accès aux richesses des royaumes de la côte, aurait créé une force d'attaque inédite. Les alliances nouées à l'instant, souvent fragiles et changeantes, se recomposaient en tas à chaque escale, selon les promesses de partage du butin et les querelles internes. L'archéologie matérielle apporte un autre éclairage. Dans les sites pillés, on trouve un mélange de poteries importées d'Égypte, de vases mycéniens tardifs, de jarres chypriotes et parfois même d'amphores assyriennes. Ce kaléidoscope d'objets suggère que les peuples de la mer exploitaient les routes de commerce pour se procurer vivres et armes, un peu comme les flottes marchandes devenues corsaires. Mais cette hybridation culturelle complique l'identification. Chaque groupe laissait peu de traces. Plus récemment, la génétique moderne a levé un point improvisé, des analyses d'ADN anciens issus de restes identifiés comme philistins, descendants probables des Pélécètes, montrent un mélange génétique européen et levantin. Ces résultats indiquent une arrivée d'individus de souche méditerranéenne occidentale, mêlés aux populations locales. Si la proportion exacte varie selon les études, il est certain qu'un flux humain a traversé la Méditerranée centrale pour atteindre la côte palestinienne. Restent à définir les modalités, migration de masse ou infiltration progressive. Les données climatiques, croisées avec les archives, renforcent l'hypothèse de réfugiés environnementaux. Des carottes de sédiments dévoilent, pour la période 1250 à 1150 avant Jésus-Christ. Gîte C, une série de sécheresses longues et sévères en Anatolie et dans l'est de la Méditerranée. Des populations rurales, privées de récoltes, auraient aidé chercher une issue maritime, transformant leurs embarcations de pêche en frêles navires de fortune. On perçoit alors les peuples de la mer moins comme des guerriers planifiés que comme des exilés cherchant à survivre. Toutes ces hypothèses gardent cependant une part de doute. Les sources textuelles, écrites par les vaincus ou les contemporains, reflètent de toujours un regard étranger, partiel et souvent dramatique. Les récits égyptiens embellissent la victoire, les archives hittites exagèrent de la menace, les silences mycéniens trahissent une honte possible. Quant à l'archéologie, elle dépend de la conservation ou de la destruction des sites, offrant un portrait inachevé. Ce qu'on peut retenir, c'est que l'identité des peuples de la mer est plurielle. Ils étaient à la fois le produit d'un monde en crise, climat, démographie, commerce, et les acteurs involontaires d'une histoire fabriquée par leurs victimes. À travers eux, c'est la fragilité d'un système fondé sur l'interdépendance qui apparaît. Quand une écosphère s'effondre, les plus vulnérables prennent la mer, et ceux qui tiennent l'écriture gravent dans la pierre leur propre version de l'invasion. Dans le prochain épisode, nous retracerons les routes et les trajectoires de ces vagues humaines. Des côtes lyciennes au port de Gaza, des îles Sardes au rivage crétois, pour comprendre comment cette coalition diverse a pu frapper en coordonnées si précises plusieurs civilisations à la fois. Vous repartez à la proue de ces navires chats et ces navires frêles, voguant sur une mer capricieuse pour suivre les sillons laissés par les peuples de la mer, leurs routes, leurs débarquements, les escales tragiques qui ont bouleversé tant de royaumes. Après avoir sondé leurs origines, il est temps de tracer leur trajectoire et de comprendre comment cette coalition hétéroclite a pu frapper en des points si distants, de Lycie à Gaza, de la Sardaigne à la Crète.
Imaginez d'abord la côte lycienne, aux falaises abruptes et aux baies d'un reculé. C'est de là que, selon les textes hittites, partaient les Lukas, marins aguerris. Ils connaissaient dans chaque crique, chaque courant. Leurs barques, sculptées dans un seul tronc de cèdre local, pouvaient accueillir une vingtaine d'hommes. Quand la terre s'asséchait derrière eux, ils se lançaient en mer, d'abord pour chasser, puis pour piller les comptoirs phéniciens d'Anatolie. De Xanthos à Telmessos, ils laissaient une empreinte de destruction, sanctuaires dévastés, entrepôts éventrés, offrandes brisées. Plus à l'ouest, sur les côtes de Sardaigne et de Corse, les Sherden trouvaient leur point de ralliement. Les fouilles des nurags, ces tours rondes en pierre, ont mis au jour des armes semblables à celles figurées dans les reliefs de Médine Abou, casques à cornes, lances courtes et boucliers circulaires. D'un port à l'autre, l'écho d'une lame tombant contre la pierre attisait la crainte. Leurs navires à fond plat s'échouaient sur les plages, déversant des cohortes prêtes au combat, tandis qu'un système d'envoi de signaux par feu permettait aux éclaireurs de prévenir les renforts ou de disperser les villageois avant l'attaque. Les Tchékers, quant à eux, semblent avoir navigué depuis la côte levantine. Certains archéologues situent leur point d'origine à Dor, dans l'actuelle baie de Haïfa. Là, la brise méditerranéenne constante favorisait la circulation d'embarcations légères portées par des voiles en lin grossier. Leurs raids prennent souvent la forme de coups de main ciblés. Une nuit, des maisons incendiées, des enfants cachés dans les grottes alentours. Puis la flotte, emportant butin et captifs, disparaissait au large, comme un fantôme dissous dans la brume matinale. La Sicile, quant à elle, livre peu de témoins écrits. Mais les fouilles de sites comme Motier et Solento ont mis en évidence une destruction brutale, vers 1200 avant notre ère. J. Pressé. Des couches de cendres et de pierres calcinées resserrent le temps, comme si un ouragan humain avait ravagé la cité. Les Shekelech, peut-être regroupés là, auraient utilisé les courants de l'île pour atteindre la crête voisine, profitant d'un vent du nord-ouest qui pousse les navires jusqu'aux plages de Pala Castro et de Gournia. Sur l'axe est-ouest, les navires convergent vers Chypre, carrefour stratégique entre l'Anatolie, les cités phéniciennes et les États mycéniens. Les seigneurs chypriotes, experts en métallurgie, offraient un refuge provisoire ou un marché d'esclaves et de bronze. Mais quand les rumeurs d'une coalition fondée sur la soif de butin parvinrent jusqu'à Salamine et Courion, ils se barricadèrent derrière des murs épais, d'anciennes fortifications cyclopéennes remaniées à la hâte. Pourtant, même ces murailles cédèrent sous les coups de boutoir des assaillants qui emportèrent des cargaisons d'ivoire et d'ambre, symbole d'un réseau commercial en pleine ébullition. Puis vient le grand franchissement, la traversée vers les rivages syriens et palestiniens. Les Phéniciens, jusque-là maîtres souverains des flottes marchandes, observent avec stupeur un afflux de navires étrangers. À Akko, à Sidon, à Tyr, les murs de calcaire résonnent du choc des lames. Les réfugiés affluent vers Arwad, une île au large de la côte, où ils espèrent en trouver asile. Mais même là, les peuples de la mer débarquent et leurs archives mentionnent un siège de plusieurs mois, marqué par des famines intenses et des maladies. Quand enfin la coalition se retire, on trouve dans la vase des restes de goémons et d'ossements de bétail. On imagine les habitants réduits à vivre de ce qu'ils pouvaient ramasser sur les plages. En Égypte, les reliefs de Médine Abou décrivent deux phases d'invasion. D'abord une attaque par mer, suivie d'une offensive terrestre. Ramsès III fait face à des camps installés près de Pelousion et de Memphis. Pour s'y rendre, les envahisseurs remontent le delta du Nil à bord de barges détournées. Cette progression fluviale est surprenante. Elle montre une adaptation rapide à un terrain inconnu. Mais ces barges, fragiles, furent exposées aux redoutables marées et aux courants du fleuve. Plusieurs historiens pensent qu'une partie de la flotte s'est retrouvée prise au piège, offrant à l'armée égyptienne l'occasion d'une embuscade décisive. Plus en amont, des stations militaires établies sous Amenhotep III et Akhenaton furent réoccupées, parfois enterrées sous des tourbillons de sable. Les fouilleux modernes ont découvert des charniers mêlant armures et vases mycéniens brisés, indices d'affrontements intenses. Mais malgré les victoires égyptiennes, la pénurie de ressources, décrite dans des papyrus récemment exhumés, a obligé le pharaon à réorganiser l'économie du Nil en imposant la culture du lin sur des terres jusque-là laissées en jachère. Retour sur l'île de Chypre, où certains survivants des raids trouvent refuge. Des communautés maritimes se reforment, intégrant des réfugiés hittites et mycéniens. Dans ces enclaves surgissent de nouvelles dynasties.
petites mais résilientes, qui survivront à l'effondrement général. C'est là que naîtront, quelques siècles plus tard, certaines cités phéniciennes, reprises par des navigateurs déterminés à ne pas répéter les erreurs du passé. Au Levant, les anciennes cités cananéennes, après avoir encaissé plusieurs coups, optent pour une stratégie de négociation. Les archives d'Amarna mentionnent des ambassades entre Ramsès IIIe et des souverains locaux où l'on échange des présents précieux, ivoire, esclaves, contre la promesse de ne plus accueillir les vagues maritimes. Cette diplomatie pragmatique contraste avec l'idéologie guerrière de la Méditerranée centrale et prépare l'émergence des grandes cités-États phéniciennes qui façonneront l'Antiquité tardive. Enfin, la route se termine dans les royaumes mycéniens assaillis. Là, l'arrivée simultanée de plusieurs groupes a provoqué un effondrement quasi immédiat. Entre la côte et la plaine, les colons se sont pressés vers des vallées fertiles, avant d'être repoussés par les soldats royaux ou par d'autres réfugiés, formant une spirale de violence sur des îles naguère paisibles. Le métallon, la monnaie mycénienne, disparaît des inventaires, les sanctuaires sont abandonnés et le linéaire B tombe dans l'oubli. Ces trajectoires sans migratoires et invasions dessinent le portrait d'une vague qui n'en était pas une seule, mais une succession d'ondelettes, chacune déclenchée par un groupe aux motivations propres. Refuge climatique, recherche de butin, engagement mercenaire, ambition dynastique, tous se sont mêlés dans un bouleversement qui a redécoupé la carte de la Méditerranée orientale et occidentale. Dans le prochain épisode, nous analyserons le rôle des catastrophes naturelles et de la crise climatique dans ce grand tremblement de l'âge du bronze tardif. Car avant même qu'il ne lève les enceintes, qu'il ne lève les armes, la terre, l'eau et le ciel ont préparé le terrain à cet exode dramatique. Vous revenez sur les rivages fragilisés de l'âge du bronze tardif, où les échos des cités enfuies et des palais en ruine portent la marque d'un monde secoué jusque dans ses fondations naturelles. Après avoir suivi les vagues humaines des peuples de la mer, c'est désormais la terre elle-même et le ciel au-dessus qui vont entrer en scène. Ont-elles été les complices silencieuses ou même les instigatrices de l'effondrement de tant de royaumes? La première alerte vient de l'air que l'on respire. Les analyses des cernes des arbres du Taurus en Anatolie et des forêts d'Ouest syriées ont mis au jour une série de sécheresses sévères étalées sur plusieurs décennies autour de 1250 à 1150 avant Jésus-Christ, jour après Jésus-Christ. Des marques de stress hydrique sur les pins comme sur les chênes indiquent des moments des pluies irrégulières, suivies d'extrêmes canicules estivales. Qui peut dire comment ces arbres, témoins anciens, ont vu les hydromètres naturels basculer? Pourtant, dans les vallées fertiles, les paysans se sont peu à peu retrouvés à tondre des sols asséchés, leurs moissons réduites à un mince filet de blé. Dans les entrailles de la terre aussi, ça gronde. Les archives hittites, prises en étau entre catastrophes politiques et crises économiques, mentionnent des tremblements qui ont retourné les maisons. Les fouilles récentes à Hattusa ont exhumé des céramiques brisées par la secousse, piégées sous des voûtes effondrées. Certains murs, rebâtis à la hâte avec des briques de moindre qualité, portent les traces de réparations successives. À Mycène, des strates sismiques ont été repérées dans les niveaux de destruction, confirmant que des tremblements de terre ont affaibli des fortifications déjà menacées par l'érosion naturelle. Entre ciel et mer, un troisième acteur s'est fait entendre, les tsunamis. Les sédiments marins découverts au pied de la côte anatolienne, mêlant sable et débris de coquillages d'eau profonde, attestent de vagues énormes venues submerger des ports tels que Ugarit et Alachia, Chypre. Ces ondes géantes, sans doute déclenchées par un séisme au large, ont rendu impraticables des quais bâtis pour des flottes marchandes délicates. En quelques instants, le lien vital entre les cités et la mer était rompu, emportant cargaisons et canaux dans un fracas de bois brisé. La Méditerranée orientale ne fut pas le seul terrain de jeu des colères naturelles. À Santorin, l'éruption du Terra, si célèbre et pourtant antérieure, a laissé dans les légendes une crainte des cieux en furie. Certains chercheurs ont émis l'hypothèse que d'autres explosions volcaniques, plus modestes mais répétées, ont pu obscurcir le ciel, refroidir l'atmosphère et provoquer des hivers rigoureux. Les carottages glaciaires du Groenland montrent des pics de poussière volcanique vers 1220 avant Jésus-Christ, jour après Jésus-Christ, coïncidant avec des anomalies climatiques à l'échelle planétaire. Mais si la Terre se révolte, le véritable drame se joue dans la capacité des sociétés à y faire face. Ces cités-États, bâtis sur la centralisation bureaucratique et l'échange intensif, se trouvaient exposés. Dès la première récolte ratée,
le pouvoir princier devait puiser dans les réserves ou augmenter les impôts. Les archives palatiales d'Ugarit et d'Aymar montrent que, face à la pénurie, les gouvernants ont d'abord haussé les taxes, puis mobilisé des corvées pour creuser de nouveaux puits. Quand ces puits se sont mis à tarir, la légitimité même des rois et des prêtres vacilla. Dans les jardins suspendus du Nil, les scribes du pharaon consignaient la crue basse comme une promesse de chaos. Les papyrus Harris décrivent des officiels contraints de réduire la ration de pain et d'huile pour la population, fragmentant l'unité sociale. Des poèmes funéraires, rares mais poignants, évoquent des fils inhumés précipitamment, des offrandes oubliées. La déesse Tchéret, protectrice des récoltes, semblait avoir déserté les champs. Pourtant, certains tentèrent d'innover. Des archéologues ont retrouvé des silos souterrains creusés dans le roc du Taurus, destinés à conserver le grain à l'abri des hautes températures et des ravages d'insectes. À Ras Shamra, des ingénieurs conçurent sûrement des systèmes de cuvettes en céramique pour capter l'eau de pluie. Mais ces projets, souvent isolés et tardifs, manquaient de coordination régionale. Quand la sécheresse généralisée frappa, ces poches de résistance ne purent qu'atténuer l'inévitable. Le débat entre catastrophisme et résilience oppose deux visions. Pour certains historiens, c'est la nature qui a tout déclenché. Un cycle de sécheresse et de tremblements de terre si intense qu'il a sapé les assises de la civilisation. D'autres, plus nuancés, soulignent que des sociétés ont déjà survécu à des crises similaires en reconfigurant leur réseau d'échange ou en s'adaptant technologiquement. La nouveauté aux climatologues réside dans la simultanéité des phénomènes. Plusieurs crises de synchrone, de tourbières, comme de Bulgarie montrent que la période correspond à un optimum aride, un épisode où la pluviosité annuelle a chuté de 20% sur l'ensemble de l'Anatolie. Les stalagmites de certaines grottes d'Oman portent, elles, l'empreinte d'un réchauffement local de plusieurs degrés. Ce choix d'indices permet de reconstituer la toile de fond environnementale, un climat en tension prêt à déclencher des réactions en chaîne dans des sociétés déjà complexes. Mais au-delà des chiffres, c'est la perception qu'en avaient les anciens qui comptent. Les scribes, missionnés pour interroger des devins, relatèrent des prodiges. Oiseaux migrateurs tombant morts du ciel, puis jaillissant de boue noire, récoltes rongées par une rouille inconnue. Ces récits mêlant superstition et observation traduisent une inquiétude partagée. Quelque chose de plus grand que les hommes s'était emparé du monde. Ainsi, les catastrophes naturelles et la crise climatique ont joué un rôle déterminant, non pas en tant qu'événement isolé, mais comme catalyseur d'une crise systémique. Les sociétés déjà soumises en coin à la pression des migrations et de la guerre ont vu leur marge de manœuvre s'amenuiser. L'effondrement n'a pas été le triomphe d'un envahisseur unique, mais la défaite simultanée de centaines de protagonistes face à un ennemi commun, la nature déchaînée et imprévisible. Alors que vous vous tenez sur les ruines érodées de ces cités anciennes, vous percevez l'écho de la leçon. Aucune civilisation n'est à l'abri des caprices de la Terre. Dans le prochain épisode, nous nous intéresserons à la chute des réseaux commerciaux, le blé, les métaux, les routes maritimes. Ces artères vitales qui, en se rompant, ont achevé l'agonie de l'âge du bronze tardif. Que s'est-il réellement passé lorsque le commerce a disparu ? Vous le pressentiez, la sécheresse, les séismes et les tsunamis n'étaient que le prélude à une crise autrement plus insidieuse, celle de la rupture des réseaux commerciaux qui, depuis des siècles, maintenaient en vie l'âge du bronze tardif. Comment une chaîne d'échanges tissée de céréales, de métaux et de routes maritimes a-t-elle pu se briser, plongeant le bassin méditerranéen dans le silence et l'abandon ? Dès la fin du XIIIe siècle avant notre ère, les maisons d'État d'Ugarit et d'Aymar signalent des retards dans les livraisons de blé. Les palais mycéniens, jadis regorgeant de réserves, doivent faire appel à des cargaisons égyptiennes pour nourrir leurs sujets. Pourtant, la vallée du Nil a elle-même souffert de crues basses, et le surplus de grains n'est plus à la hauteur des besoins croissants. Quand la sienne fléchit, chaque royaume dépend de ses voisins, mais quand tous faiblissent, l'appétit des populations ne peut être rassasié. Le blé, élément vital, ne circule plus avec la fluidité passée. Les archives palatiales d'Ugarit mentionnent l'augmentation des taxes sur le pain, tandis que des tablettes hittites décrivent la constitution de convois protégés par des escortes armées. Jadis, le commerce du grain était un geste presque sacré, ponctué de pactes diplomatiques et de dotations princières. Désormais, il devient une source de tension, d'extorsion et de soumission forcée.
qui pouvait encore croire que l'on discuterait de céréales au même titre que d'épées et d'armures. Parallèlement, le cuivre et l'étain, ces deux composants indispensables du bronze, deviennent des marchandises rares et chèrement disputées. Les mines de Chypre, qui approvisionnèrent en cuivre une grande partie de la Méditerranée, subissent des bouleversements politiques internes. Des princes chypriotes rivalisent pour contrôler les filons, fermant parfois l'accès aux marchands étrangers. Quant aux gisements d'étain disséminés entre Anatolie et Balkans, ils voient leur productivité chuter face aux pénuries de main-d'œuvre et à l'épuisement des veines. Les ateliers de métallurgie, jadis foisonnants, s'effondrent sous ces tensions. Sur le site de Kultepe, on retrouve des scories abandonnées, des déchets de fonte, témoins d'un dernier essai, puis plus rien. Les forgerons mycéniens ne peuvent plus payer l'étain et remplacent parfois le bronze par un alliage de cuivre impropre, condamnant à terme les pointes de flèches et les haches à se briser en plein combat. Peu à peu, le bronze, symbole de puissance, devient un luxe de cour et non plus un outil du quotidien. Les voies maritimes ne sont pas épargnées. Les navires marchands, exposés aux tempêtes amplifiées par le dérèglement climatique, subissent des pertes disproportionnées. Des épaves retrouvées entre Chypre et Athènes témoignent de flottes entières coulées à quelques milles des côtes, hypothéquant la confiance des armateurs. Les capitaines, autrefois familiers, des cartes accueillant chaque île et chaque courant, voient donc leur connaissance dévalorisée, par un environnement en mutation. Qui alors accepte encore de mettre le cap sur l'inconnu? Les ports, naguère vivants, s'enlisent dans l'abandon. À Ugarit, les quais de madrières pourrissent, les hangars sont vidés de leurs amphores, et les scoritres du bronze gisent dans la poussière. Des fouilles ont mis au jour des lestes de chargement restés en place, comme si l'on avait fui en catastrophe. À Byblos, on constate une rupture brutale des importations de cèdre de Méditerranée, privant la construction navale de ses meilleurs matériaux. Le commerce du bois, pilier de l'économie phénicienne naissante, se grippe à son tour. Le troc, réaction de secours, renaît dans l'arrière-pays. Des échanges directs de vivres contre des outils se multiplient entre villages, contournant les marchés officiels. Mais cette économie informelle ne suffit pas à compenser la perte des grandes routes. Elle génère inégalités, conflits locaux et famines régionales. De nouveaux intermédiaires, des chefs de guerre ou des prêtres influents, s'imposent comme garants de la distribution, préludant à des structures de pouvoir plus fracturées. Cette désorganisation commerciale provoque un effondrement systémique. Plus aucun acteur n'est en mesure d'assurer le stockage, le transport et la redistribution des ressources. Les palais, symboles de l'ordre politique, voient en leur fonction première arbitrer et redistribuer s'évaporer. Les documents administratifs s'interrompent, non plus sous l'effet des pillards, mais faute de transactions à enregistrer. Dans ce contexte, les peuples de la mer apparaissent presque comme les derniers bandits maillons d'une chaîne déjà déroutée. De plusieurs régions. Leurs attaques sont souvent motivées par la recherche de butin et de vivres, moins par la conquête territoriale. Et s'ils ont contribué à aggraver la crise, ils ont aussi profité d'un système déjà fragilisé. Un monde où le pain et le métal venaient à manquer et où les ponts commerciaux étaient devenus des plis irréparables. Alors quand la Méditerranée se referme, les cités se figent. Les marchands se retirent, les artisans ferment leurs ateliers et la vie urbaine décline. Certains se replient dans les montagnes, d'autres cherchent la protection de forteresses nouvellement érigées, mais la symphonie économique était brisée et la mélodie ne retrouvera jamais sa tonalité d'antan. Dans le prochain épisode, nous arpenterons ces cités en ruine, Thermopyles, Ugarit, Hattusa, Mycène, des villes incendiées, abandonnées, où l'archéologie révèle les dernières heures d'une civilisation, les flammes, la fuite et le silence définitif. Vous entrez sur un chantier de fouilles où le temps s'est arrêté. Des pans de murailles calcinées perçant la terre, des couches de cendres fredonnent encore la mémoire d'un incendie, et les tessons épars racontent le désastre. L'archéologie des ruines de l'âge du bronze tardif révèle, sous chaque lame de pioche, le récit silencieux de cités autrefois vibrantes, tombées en flammes et abandonnées dans la poussière. Dans la plaine d'Ugarit, à Ras Shamra, les premières sondes mettent au jour une épaisse couche de charbon et de céramiques éclatées, scellant un épisode de destruction fulgurante. Les termes champêtres ont été consumés en quelques heures, emportant avec eux les tablettes d'argile où s'inscrivaient dans les livraisons de blé et les missives diplomatiques. Les fouilleurs déterrent dans des jarres encore fixées dans l'ancien sol de bâti, comme si leurs gardiens avaient fui dans un état de panique, laissant derrière eux des squelettes de jarres bordés de suie. La fidélité des niveaux archéologiques dessine un instantané d'horreur.
tout s'est écroulé, du palais royal aux maisons des artisans. Plus à l'est, Hattusa, la capitale hittite, se présente comme un labyrinthe de pierres. Les archéologues y découvrent des blocs de calcaire percés par le feu, des briques d'adobe carbonisées et des restes de mobilier royal. Dans le quartier des sanctuaires, des offrandes intactes, petits vaston à parfum, statuettes votives gisent de côte à côte avec des débris de fresques effondrées, suggérant que le cataclysme a surpris la population en pleine cérémonie. Des insectes fossilisés dans la résine du bois calciné en gardent l'odeur amère, tandis que des rats, dans leurs galeries, ont laissé des ossements aux côtés d'outils brisés. À travers ces vestiges, on entend le crépitement des flammes et le cliquetis des armes. En Grèce, Mycène et Tyrinthe pleurent en leur abandon. Les archéologues y repèrent, sous le fracas des colonnades, des tessons de figurines en faïence égyptienne, souvenirs exotiques d'un commerce effervescent, ici broyé par la violence. Les chars de parade sont figés dans l'argile, les massives portes des cités des lions demeurent en grande ouverte, comme si l'on attendait encore le retour des rois. Les offrandes déposées dans les tombes princières, parures en ambre, amphores décorées, restent à leur place intouchées. Ces trésors illustrent l'ultime geste d'une civilisation qui, jusqu'à son dernier souffle, célébrait un faste bientôt oublié. Sur les rives septentrionales de Chypre, la cité d'Alachia, Salamine, révèle une autre facette, un plan urbain revisité après l'incendie. Les fouilles démontrent que certains quartiers ont été reconstruits brièvement, avec des briques différents et des orientations de rues modifiées. Mais ces réparations tardives trahissent un déséquilibre. Les nouveaux murs, moins épais, témoignent d'un manque de ressources et les fossés d'assainissement sont bâclés. Quelques décennies plus tard, le site est définitivement abandonné, enseveli sous des sédiments qui conservent la mémoire d'une tentative de résilience trop tardive. Plus à l'ouest, Tyr et Sidon, ports phéniciens, offrent un contraste surprenant. Les épaisseurs d'incendie y sont moins marquées, comme si la coalition des peuples de la mer s'était concentrée ailleurs. Pour autant, les fouilles montrent une désorganisation. Des maisons de marchands aux fondations fragiles, des entrepôts aux murs ajourés, incapables de conserver les denrées. Les stratigraphies indiquent un hiatus où l'occupation reprend, puis disparaît à nouveau, jusqu'à laisser place, après plusieurs décennies, à un autre style de construction, inaugurant la Phénicie classique. Ici, l'abandon n'est pas définitif, mais la cité renaît différemment, portée par de nouveaux maîtres. À Hazor, dans l'actuel nord d'Israël, les archéologues repèrent un spectaculaire alignement de poteaux calcinéfres, vestige d'un pont de bois franchissant un fossé large. La datation au radiocarbone confirme qu'il fut incendié soudainement, provoquant l'effondrement de la voie de communication principale. Ainsi piégée, la population dut se réfugier sur l'acropole, emportant l'essentiel des vivres, tandis que les cerfs se dispersaient dans les collines. Le relevé photogrammétrique de l'endroit capture une topographie fracturée, fossés comblés de débris, quartiers maraîchers envahis par la végétation, fortifications en ruine. Ces ruines incendiées ont aussi livré des informations inattendues. Les analyses micromorphologiques des sols révèlent des graisses animales carbonisées, témoins de repas précipités et d'un approvisionnement brisé. Les pollens fossilisés indiquent la présence de plantes médicinales, utilisées pour soigner les brûlures, suggérant que certains habitants ont tenté de panser leurs plaies avant de fuir. Les fragments d'os d'enfants trouvés dans des cribres brisées laissent entrevoir la tragédie des familles prises dans le chaos. Elles n'ont pu emporter que l'essentiel. À travers ces sites variés, l'archéologie tisse un canevas où l'incendie et l'abandon se répondent en écho. Chaque ruine, chaque couche de sable, chaque fragment informe sur un instant précis. Le crépitement du bois éveilla sur les toits, l'exode précipité sous la fumée, le regard des survivants tourné vers un horizon sans promesse. Et pourtant, malgré cette désolation, l'étude de ces cités incendiées offre une forme de résilience. C'est dans l'examen minutieux des décombres que renaît la mémoire, que l'on comprend comment, sous le poids de la destruction, s'est amorcée une réinvention du monde. Dans le prochain épisode, nous explorerons comment, de ces cendres, surgir dans de nouvelles formes de vie. Survivance et renaissance culturelle, adaptation paysanne et dynamiques urbaines émergeant des ruines, pour révéler que, même dans l'abandon, l'histoire trouve toujours un chemin. Vous vous tenez maintenant sur les rivages calcinés et parmi les murailles effondrées de cités jadis étincelantes, mais l'histoire ne s'arrête jamais vraiment au fond d'un puits de braise.
Des survivants ont regagné les collines, des artisans ont repris le martèlement des forges, et de nouvelles formes de vie culturelle ont germé, comme des pousses vertes bravant un sol aride. Car même dans la défaite la plus totale, la mémoire collective trouve toujours des moyens de subsister et de se réinventer. Dans les maisons ranimées, en haut de la plaine du Garit, des potiers continuent de modeler leurs amphores. On y reconnaît les motifs géométriques des ancêtres, mêlés à des décors plus sobres, reflets d'un temps assombri. Les motifs marins, coquillages, proicetés et poissons stylisés persistent comme un hommage aux routes qui n'existent plus, ou le souvenir d'hommes qui autrefois naviguaient en sortie sans crainte. Ces poteries tardives, souvent moins polies, portent la marque d'artisans isolés, travaillant pour des communautés rurales éclatées. Les langues, elles aussi, ont laissé des traces. Le cunéiforme du Garit continue d'être employé dans de petits centres religieux où l'on rédige des hymnes et des invocations pour apaiser la fatigue des récoltes. À Mycène, le linéaire B repasse de main en main dans des cercles lettrés, donnant naissance à ce que certains nomment déjà un dialecte post-palatial. Même la disparition des chancelleries royales n'a pas étouffé le besoin de consigner les cérémonies et les légendes locales, désormais transmises par des prêtres itinérants. Les traditions musicales, évoquées dans quelques tessons de Phalère et de fragments de lyre, poursuivent leur route. On imagine des chants s'élevant dans l'air du matin, mélangeant l'accordéon de cuivre et d'os à des rythmes plus lents, comme si le rythme même de la vie avait été recalibré face aux privations. Les danses rituelles, qui célébraient autrefois la fertilité et la victoire, se mutent en cérémonies d'offrande à la terre et à l'eau, invitant les éléments à retrouver leur équilibre. Dans les montagnes d'Anatolie, les anciennes voies commerciales deviennent des sentiers de pèlerinage. Des sanctuaires abandonnés sont réoccupés par de petits groupes paysans qui déposent des offrandes de grains et d'huile, rappelant les grandes tables de distribution palatiale. Mais ici, chaque donateur contribue d'égal à égal, sans hiérarchie visible, comme si la chute des empires avait fait renaître une forme d'égalité primitive. Au Levant, les cités phéniciennes renaissantes tiraient leur parti de leurs ports, désormais moins exposés à la compétition des grandes flottes. Tyr et Sidon, moins prestigieux qu'autrefois, développent un commerce artisanal. Bijoux de pourpre, objets de verre colorés, textiles fins. Les techniques de teinture, longtemps jalousement gardées, se diffusent dans la péninsule, donnant naissance à une mode nouvelle, moins ostentatoire, mais empreinte d'une élégance sobre. Les échanges interrégionaux, bien qu'affaiblis, reprennent sous forme de caravanes terrestres. Le transport du métal se fait désormais à dos d'âne ou de chameau, traversant des déserts et traversant des montagnes que les navires ne pouvaient en jamais contourner. Ces caravanes, protectrices d'une fragmentaire connectivité, sont souvent escortées par des petits groupes d'anciens soldats, offrant sécurité contre brigands et bêtes sauvages. Les élites disparaissent souvent corps et biens, mais les traditions médicales survivent. Les herbiers et traités de pharmacopée, copiés dans des fragments de papyrus ou de tablettes d'argile, circulent parmi des guérisseurs itinérants. Ils prescrivent encore des cataplasmes d'argile, des infusions de plantes résistantes à la sécheresse, perpétuant un savoir ancestral qui relève autant de la science que de la foi. L'art de la métallurgie est pourtant si fragile, mais ne s'éteint pas complètement. Dans quelques fours isolés de Cilicie et de Crète, des praticiens réapprennent à fondre le cuivre, explorant de nouveaux alliages improvisés. Les pointes de flèches sont moins raffinées, mais tout aussi létales. Le bronze, devenu précieux, sert désormais à orner des objets rituels plus qu'à forger des armes de masse. Les structures sociales se recomposent autour de clans et de chefferies locales. Chaque vallée, chaque plaine, chaque île développe des règles propres, des coutumes spécifiques pour régler l'entraide et la justice. Ces réseaux, plus diffus que les anciennes monarchies, privilégient la cohésion communautaire, la colère des dieux face à la vanité des palais, la mémoire de la nature contre l'arrogance humaine, par celle le triomphe de la terre ravivée, dont les exploits sont chantés au coin du feu. Transmis oralement, structurent un nouvel imaginaire où l'homme apprend sa place non plus comme maître incontesté, mais comme partenaire d'un environnement fragile. Enfin, des cités renaissantes voient le jour là où on les attendait le moins. Sur des sites naguère abandonnés, émergeant des forteresses de pierres sèches, défendues par des gardiens aux origines mixtes. Ces bastions protègent des terroirs fertiles et préservent des grains, des outils et des graines pour les saisons incertaines. Ils incarnent une renaissance pragmatique, loin des fastes disparus, fondée sur la solidarité et la prévoyance collective. Ainsi, de ces décombres calcinés a surgi un monde plus modeste, mais peut-être plus résilient, des traditions adaptées, des savoir-faire revisités,
des communautés recomposées. Les effondrements, loin d'être définitifs, s'avèrent d'un parfois les berceaux de renaissance insoupçonnés. Pourtant, ce renouveau ne se produit pas sans que certains récits soient effacés et d'autres magnifiés. Dans le prochain épisode, nous interrogerons la question cruciale: qui écrit l'histoire ? Comment le pouvoir politique façonne-t-il la mémoire en sélectionnant ce qui doit survivre et ce qui doit sombrer ? Nous verrons comment les vainqueurs dessinent les contours du passé et comment se forgent les mémoires officielles. Vous vous interrogez, au fond, qui détient la plume qui grave la pierre, qui choisit les mots inscrits sur les papyrus et qui décide des récits que l'on transmet de génération en génération ? L'histoire n'étant pas un simple inventaire d'événements. Elle est avant tout une sélection, une mise en forme opérée par des mains humaines, souvent par celles de puissants désireux de légitimer leur domination et de masquer leurs failles. C'est cette mécanique du contrôle politique et de la mémoire sélective que nous allons explorer. Dans l'Égypte antique, le pharaon est à la fois roi et prêtre, garant de la stabilité cosmique. Les reliefs de Médiné Abou célèbrent la victoire de Ramsès III sur les peuples de la mer, tandis que de l'autre côté du delta, les papyrus officiels écartent soigneusement toute mention de révolte paysanne ou de crise interne. Ces sources triomphantes et gravées dans la pierre sont destinées à durer plus longtemps que le bois ou le papyrus. Elles visent à imposer une version unifiée et positive du règne. Les passages effacés ou endommagés dans les textes officiels intriguent. Quels aveux ou quelles négociations discréditées auraient été rayés d'un coup de burin ? Chez les Hittites, l'écriture akkadienne des chancelleries diplomatiques vise à renforcer la légitimité des souverains en soulignant continuellement leurs titres et leurs réussites militaires. Les tablettes de Hattusa énumèrent les alliances, les cadeaux somptueux et les mariages royaux, tandis que les lettres traitant de famine, de réfugiés ou de troubles sociaux sont reléguées dans des dépôts secondaires, peu accessibles. Cette hiérarchie documentaire construit une image d'un empire cohérent et tout-puissant quand la réalité témoignait d'une administration souvent débordée. En Grèce mycénienne, le mutisme des archives linéaires B est en soi révélateur. Ces tablettes, essentiellement comptables, documentent le stockage des denrées, la préparation des fêtes religieuses et la mobilisation de la main-d'œuvre. Elles ne racontent pas la chute des palais, ni le chaos qui suivit les incendies. Les destructions simultanées de Mycène, Tirynthe et Pylos ne firent l'objet d'aucune chronique. Ce sont les fouilles archéologiques qui, des siècles plus tard, ont exhumé la violence du moment, tandis que les scribes, s'ils survécurent, se taisaient ou périrent dans l'effondrement. Plus tard, les historiens grecs comme Hérodote et Thucydide composèrent leurs récits en s'appuyant sur des traditions orales et des sources partielles. Hérodote, en quête de la raison des guerres médiques, recueillit récits et anecdotes, mais il choisit ce qui confortait sa vision des Perses comme ennemis éternels de la liberté grecque. Thucydide, quant à lui, chercha la rigueur, mais sa propre cité d'Athènes l'influença. Il relata la peste d'Athènes avec une précision clinique, tout en soulignant la fermeté de ses gouvernants. Leur écriture, si novatrice soit-elle, reste toujours marquée par le prisme de leur poli et de leur époque. L'Empire romain consacra cet art de la mémoire officielle. Les monuments, arcs de triomphe et fastes consulaires fixèrent un calendrier de victoires et d'apports à la cité, effaçant les moments de doute, les défaites humiliantes et les intrigues sans politique. Auguste, en restaurant la paix, entreprit de faire renaître le culte de Rome, commandita la réécriture de livres d'histoire afin de glorifier sa lignée. Les poètes officiels, comme Virgile et Ovide, participèrent à ce chantier de légitimation, mêlant fiction mythologique et réalité politique. Au Moyen-Âge, l'Église s'érigea en conservatrice du passé. Les annales monastiques consignaient les faits marquants, famine, invasion, décès de souverains, mais dans une perspective chrétienne. Les événements étaient interprétés comme autant de jugements divins, et tout ce qui ne correspondait pas à cette vision, notamment des coutumes païennes ou des savoirs jugés hérétiques, sombrèrent dans l'oubli. La notion même du Dark Ages, l'âge sombre, fut forgée par des clercs de la Renaissance soucieux de démarquer leurs éveils intellectuels de la période antérieure qu'ils décrivaient comme une longue nuit. Au temps moderne, les États-nations investirent tant l'archéologie et l'histoire pour forger des identités collectives. Au XIXe siècle, les fouilles de Schliemann à Mycène ou de Layard en Mésopotamie étaient menées dans une logique de prestige national. Il s'agissait de démontrer l'antiquité et la grandeur de la Grèce ou de la Mésopotamie, fondement légendaire des nations européennes.
Les récits produits alors valorisaient certains sites et scripts au détriment d'autres, isolant des fragments du passé pour les faire entrer dans une conscience civique moderne. Aujourd'hui encore, la mémoire sélective se poursuit. Les manuels scolaires enseignent des versions simplifiées, adaptées aux besoins identitaires d'un pays. Les musées organisent des expositions qui mettent en scène un récit cohérent et vendeur. Derrière chaque vitrine, derrière chaque notice, il y a un acte de choix. Qu'exposer, qu'ignorer, comment relier les artefacts pour qu'ils racontent une histoire. Ces choix, invisibles pour la majorité des visiteurs, façonnent pourtant la perception collective du passé. Mais qu'en est-il des voix subalternes ? Les paysans, les femmes, les artisans, les esclaves n'écrivaient pas forcément leur propre histoire. Ils restaient absents des chroniques officielles. C'est parfois grâce à des miettes d'encre, une parole consignée par un notaire, un graffiti sur un mur, un détail d'inventaire, que leur mémoire peut ressurgir. Les historiens dits horizontaux ou bottom-up cherchent ces traces, proposant une histoire plus inclusive où se croisent les trajectoires de toutes les composantes de la société. L'archéologie, en révélant l'inattendu, vient perturber les récits figés. Quand on découvre qu'un quartier populaire produisait du vin en quantité suffisante pour l'exportation, c'est tout un pan d'économie locale qui émerge du silence. Quand une nécropole révèle la présence d'esclaves affranchis, cela questionne les notions de citoyenneté et de liberté. Les couches sédimentaires et les restes matériels offrent un contrepoids aux textes officiels, invitant à recomposer le passé dans toute sa complexité. Pourtant, même l'archéologue n'est pas à l'abri des filtres culturels de son temps. Le regard porté sur les vestiges est toujours teinté de nos propres récits, de nos angoisses et de nos aspirations. C'est pourquoi l'étude de la mémoire sélective ne doit pas se limiter à pointer les manipulations du passé. Elle doit s'étendre à l'examen critique de nos propres schémas de pensée. Alors qui écrit l'histoire ? Ce n'est jamais un auteur unique. C'est un dialogue entre pouvoir, institutions, chercheurs et communauté. Chaque fragment de texte, chaque pièce de poterie, chaque écho oral devient une pièce d'un puzzle en perpétuelle recomposition. Et chaque génération se doit de relire, réévaluer et rediscuter ce puzzle, consciente que la vérité n'est jamais définitive. Dans le prochain épisode, nous nous aventurerons hors des récits dominants pour explorer les théories alternatives et les controverses compositeurs qui opposent savants et amateurs. Du temps fantôme aux hypothèses exotiques, nous verrons comment certains remettent en question la chronologie même de l'âge du bronze tardif et osent proposer des visions qui dérangent le récit officiel. Vous voilà de nouveau plongé au cœur des débats les plus passionnés sur l'effondrement de l'âge du bronze tardif, là où s'opposent les rigueurs de la recherche universitaire et l'imagination fertile des théories alternatives. Après avoir vu comment les récits officiels, égyptiens, hittites ou mycéniens, ont fixé leur mémoire, il est temps de sonder les hypothèses qui défient en fait ces versions, celles du temps fantôme, des catastrophes cosmiques, des apports exogènes et des conspirations occultes. Parmi les plus frappantes figure l'idée que notre chronologie même serait faussée, le temps fantôme, popularisé par l'historien amateur Héribert Illig. Selon lui, plusieurs siècles, notamment entre le 7e et le 9e siècle de notre ère, auraient été inventés ou déplacés par des moines médiévaux afin de faire coïncider des événements bibliques avec la date supposée de l'an 1000. Appliquée à l'âge du bronze, cette hypothèse suggère que les datations par la dendrochronologie et la thermoluminescence seraient biaisées, et que l'effondrement ne serait pas un phénomène synchronisé, mais étalé sur une période bien différente. Pourtant, la plupart des archéologues et des physiciens contestent cette idée, pointant la cohérence des séries de croissance des arbres, des couches glaciaires et des enregistrements astronomiques qui concordent avec la chronologie conventionnelle. D'autres théories proposent que des événements astronomiques d'ampleur aient précipité la chute des civilisations. L'hypothèse d'un impact cométaire ou météoritique, par exemple, évoque la formation de cratères immergés et la libération de poussière dans l'atmosphère, entraînant un hiver météoritique brutal. Des traces de suie et de nitrate dans certaines carottes de glace ont été présentées comme indices possibles d'un tel événement. Toutefois, malgré quelques anomalies locales, aucun cratère de taille suffisante n'a été clairement identifié pour expliquer une telle répercussion globale. On trouve également des propositions mettant en cause des éruptions volcaniques massives, au-delà de Terra. Si l'explosion du Vésuve en 79 de notre ère a laissé des souvenirs plus immédiats, certains pointent vers des éruptions plus anciennes,
moins spectaculaires mais répétés, qui auraient voilé le ciel presque continuellement. Les carottages glaciaires du Groenland et de l'Antarctique montrent plusieurs pics de cendres et de sulfate, suggérant une succession de crises volcaniques entre 1250 et 1150 avant Jésus-Christ. J. Tarsay, reste à savoir si ces données coïncident précisément avec les effondrements documentés, mais elles alimentent un argumentaire en faveur d'une convergence catastrophique, plutôt que d'invasion unique. Sur un tout autre registre, les théories de diffusion hyper rapide défendent que des peuples venus d'Amérique ou d'Asie centrale auraient apporté des savoirs et des maladies qui déstabilisèrent les sociétés méditerranéennes. Certains auteurs évoquent des similitudes entre les pyramides d'Égypte et des structures mésoaméricaines ou des traces de culture du maïs en Méditerranée. Ces idées, souvent relayées par des chaînes YouTube et des ouvrages grand public, ont été vigoureusement réfutées par la communauté scientifique, faute de preuves matérielles solides, de datations cohérentes et de mécanismes de transfert crédibles. Dans la même veine, Erich von Däniken et d'autres anciens astronautes ont popularisé l'idée que des visiteurs venus d'ailleurs auraient fourni les technologies du bronze et des systèmes d'écriture avant de repartir, laissant les populations humaines démunies face aux aléas de la nature. Les reliefs de Médine Abou, avec leurs silhouettes étranges, serviraient en tant de représentation codée de ces vaisseaux célestes. Cette lecture sensationnaliste capte l'imaginaire, mais elle se heurte au manque de documents explicites et à l'absence de toute anomalie métallique ou isotopique attestant une origine non terrestre. Plus sobre, l'hypothèse de l'épidémie radicale avance que des maladies inconnues, peut-être un pathogène zoonotique émerge dans un habitat fragilisé, auraient réduit la population de façon dramatique. Dans un monde dépendant des échanges, un virus ou une bactérie aurait pu se propager rapidement, dépeuplant les villages et désorganisant le travail agricole. Bien qu'aucun agent pathogène précis n'ait pu être identifié dans les restes osseux exhumés, la piste de la peste ou d'une fièvre hémorragique reste envisagée par certains paléopathologistes. Un autre pan de ces controverses touche aux sociétés secrètes et aux récits mystiques. La franc-maçonnerie, les Templiers ou des cercles occultes seraient les dépositaires d'un savoir atlante, oublié, transmis sous forme de mythes cryptés dans les légendes grecques et égyptiennes. Ces initiés détiendraient des fragments de plans, de techniques et de symboles qui ont façonné les premières métallurgie et architecture. Selon cette vision, l'effondrement de l'âge du bronze constituerait une phase de châtiment divin destinée à purifier le monde avant que la connaissance ne se transmette clandestinement jusqu'à la Renaissance. Sous des dehors parfois exotiques, ces hypothèses partagent un point commun. Elles traduisent une quête de sens face à un effondrement complexe où la multiplicité des facteurs, climat, migration, conflits, crise économique, rend la vérité difficile à saisir. En attirant l'attention sur des éléments négligés, elles peuvent encourager des recherches nouvelles, mais elles risquent aussi de diluer la rigueur scientifique sous le poids de spéculations invérifiables. Comment alors distinguer le plausible du fantasque ? Les historiens et les archéologues insistent sur la nécessité de croiser les disciplines. Datation radiocarbone et thermoluminescence, analyse isotopique, études paléoclimatiques, fouilles stratigraphiques rigoureuses et comparaison des sources écrites. C'est cette approche intégrative qui a permis, par exemple, de replacer l'éruption de Santorin dans son contexte sans lui attribuer seule la responsabilité du collapse. Plus encore, l'histoire même des idées alternatives donne à réfléchir. Pourquoi certaines persistances théoriques se maintiennent-elles malgré les réfutations ? Souvent parce qu'elles répondent à un besoin narratif, celui d'une explication forte et simple face à une réalité diffuse. Elles offrent un personnage central, le cataclysme ultime, l'envahisseur générique, l'intervenant extraterrestre, lorsque le véritable effondrement relève d'une combinaison subtile de dynamiques à long terme. Ainsi, en explorant ces théories exotiques, vous comprenez mieux la force de l'histoire officielle, forgée par des protocoles d'enquête et des preuves empiriques, mais aussi ses limites, tant qu'elle ne garde pas un esprit critique ouvert aux données nouvelles. Le dialogue entre chercheurs et amateurs, entre hypothèses audacieuses et preuves tangibles, est la condition même de l'avancée de la connaissance. Dans le prochain épisode, nous découvrirons comment les découvertes récentes, ADN ancien, archéométrie avancée et fouilles révolutionnaires, remettent parfois en cause nos certitudes et offrent de nouvelles pistes pour comprendre l'effondrement de l'âge du bronze tardif. Vous revenez aux fouilles et aux laboratoires de pointe, après avoir exploré la violence des invasions et la rupture des échanges commerciaux.
À présent, ce sont les découvertes récentes. ADN ancien, analyse archéométrique et méthodes de terrain révolutionnaires qui viennent éclairer d'un jour nouveau l'effondrement de l'âge du bronze tardif. Comment ces technologies modifient-elles notre vision d'un bouleversement longtemps enveloppé de mystères? Commençons par le génome. Depuis une décennie, des équipes internationales extraînent l'ADN de squelettes exhumés dans les sépultures de Mycène, Hattusa, Ashkelon ou Marsoulas. Les résultats montrent que, loin d'une déferlante homogène de peuples de la mer, les populations locales ont intégré des flux de migrants venus de la mer Égée et de l'Anatolie occidentale, mais à une échelle modeste. À Ashkelon, la nécropole philistine révèle un mélange génétique combinant lignée levantine et marqueurs européens, attestant une circulation individuelle plus qu'une transplantation de masse. Loin d'être de simples envahisseurs, ces groupes participaient à un réseau migratoire complexe où mariage et échanges culturels jouaient un rôle aussi important que les combats. Parallèlement, la calibration radiocarbone a franchi un nouveau palier de précision. Les annales dendrochronologiques alignées sur l'Indcal 20, complétées par la Wiggle Match des sections de bois brûlés, permettent désormais de dater les niveaux de destruction d'Ugarit ou de Megiddo avec une marge d'erreur réduite à quelques années, plutôt qu'à plusieurs décennies. Ainsi la fameuse date de 1177 avant notre ère. GFC se confirme comme un point culminant d'un processus de dégradation plutôt qu'un pic isolé. Ces avancées rendent dans la chronologie non plus abstraite, mais résonnante d'événements bien datés. Les isotopes jouent pas leur partition scientifique. Les dents et ossements analysés pour leur strontium et leur oxygène reconstituent les origines géographiques des individus. Dans le palais incendié de Tyron, plusieurs squelettes portent la signature isotopique de la côte anatolienne. À Chypre, on identifie des personnes formées dans la crante dans le bassin égéen. Les isotopes du carbone et de l'azote, quant à eux, tracent l'évolution du régime alimentaire des populations qui, avant l'effondrement, dépendaient déjà plus du blé et de l'orge locale, redirigeaient ensuite leur subsistance vers un apport accru de légumineuses ou même de ressources marines, soulignant l'adaptation alimentaire en temps de crise. Côté métallurgie, l'archéométrie affine la provenance des alliages. L'analyse isotopique du plomb dans les lingots de cuivre de l'épave d'Uluburun révèle une extraction principalement chypriote, tandis que d'autres îlots d'étain proviennent peut-être des sites de Goluda en Anatolie. Les fourneaux de Kultepe, remaniés l'été dernier, montrent l'essai d'alliage alternatif, mêlant cuivre et un substitut local pour compenser la pénurie d'étain, signe d'une ingénierie en fanfare avant la chute. Cette traçabilité des métaux démontre que les échanges n'ont jamais cessé totalement, même dans les derniers soubresauts à l'ascenso de l'âge du bronze. La pétrographie céramique et l'analyse des résidus redessinent les routes commerciales. Des lamelles de graphite découvertes dans certaines poteries mycéniennes tardives correspondent à des gisements en Anatolie centrale. Des microparticules d'huile d'olive et de miel, détectées par chromatographie, prouvent que, malgré l'effondrement, des réseaux d'échange de produits de luxe subsistaient partiellement sous forme de troc local. Ces indices montrent un paysage marchand fragmenté mais non déserté, où de nouveaux intermédiaires recréent des micro-réseaux économiques au sein des vallées et des îles. Sur le terrain, les fouilles évoluent avec la photogrammétrie drone et la détection LIDAR. À Ugarit, la cartographie aérienne a révélé un faubourg oublié hors des murailles, sans doute un quartier de réfugiés du dernier âge, tandis qu'à Tel Kabri, la prospection géophysique a détecté un complexe palatial au-dessous des couches ignées, attestant une reconstruction programmée après le premier incendie. Ces approches non invasives accélèrent la découverte de niveaux inexplorés, offrant des couples stratigraphiques inespérés. L'archéologie sous-marine n'est pas en reste. Les levées bathymétriques de la baie de Dore ont mis en évidence un port englouti plus vaste que prévu, avec des quais submergés à 3 mètres de profondeur, conservés sous un linceul sédimentaire. L'inventaire d'amphores et d'outils marins qui recouvre ces vestiges dessine un trafic maritime plus dense au crépuscule de l'âge du bronze qu'on ne l'imaginait, renvoyant l'image d'un monde où les eaux protégèrent autant qu'elles livraient de batailles. Grâce à ces méthodes interdisciplinaires, certaines certitudes sont ébranlées. L'effondrement, loin d'être un effondrement instantané, apparaît comme un agglomérat de crises synchrones, nuancées selon les régions. Les apports biologiques, chimiques et géophysiques dessinent un tableau où la mémoire des peuples de la mer se nuance. Ils furent autant acteurs de migrations opportunistes que d'une recomposition des systèmes politiques défaillants.
Ces données remodelées invitent à une approche plus holistique, où climat, génétique, économie et géopolitique s'entrelacent. Pourtant, ces découvertes ne traduisent pas toujours l'harmonie des savoirs. Elles posent aussi de nouveaux dilemmes. Comment concilier un ADN indiquant une majorité locale avec des récits de cohortes étrangères? Comment intégrer une datation précise à des traditions orales dont la transmission est lâche? Comment présenter ces nuances au grand public, habitué aux récits de conquêtes épiques? Ces questions rappellent que l'histoire reste un chantier vivant, jamais figé. Dans le prochain épisode, nous nous pencherons sur les questions qui demeurent. Quels héritages cachés ont survécu à la chute? Quels fragments de savoir ou d'artisanat sont parvenus jusqu'à nous, malgré l'effondrement? Et surtout, les comment poser, à partir de ces trouvailles, de nouvelles questions ouvertes pour comprendre ce que l'on a tant cherché à effacer. Vous revenez pour contempler l'héritage ténu que l'âge du bronze tardif a laissé derrière lui, au-delà des ruines fumantes et des récits de désolation. Après avoir suivi la splendeur des réseaux d'échange, les prémices de la crise, les récits officiels et leur silence, les voies mycéniennes et hittites, les origines multiformes des peuples de la mer, leurs routes meurtrières, les catastrophes naturelles, le démantèlement du commerce, l'archéologie des cités incendiées, les renaissances fragiles, le contrôle de la mémoire et les théories les plus audacieuses, il est temps de vous demander quels héritages cachés a-t-on réellement préservés? Et surtout, quelles questions restent ouvertes? D'abord, songez à la technologie du bronze elle-même. Malgré la raréfaction de l'étain et l'effondrement des échanges, des pratiques de métallurgie subsistent dans des ateliers isolés qui ont expérimenté des alliages de fortune et transmis des savoir-faire aux forges ultérieures. C'est peut-être de ces foyers modestes qu'est née, des siècles plus tard, l'innovation du fer. Non comme un saut soudain, mais comme la conséquence d'une lente adaptation, alimentée par la curiosité d'artisans passionnés, bien après la fin du grand commerce du bronze. Cette filiation invisible, préservée dans quelques décharges de scories, rappelle que la fin d'un cycle ne marque pas toujours l'abandon des techniques, mais parfois leur métamorphose. Ensuite, mesurer la résilience des modèles de gouvernance. Lorsque les palais s'écroulent et que l'écriture linéaire B ou les chancelleries royales disparaissent, les communautés rurales mettent en place des formes d'assemblées locales et de syndicats de paysans, assurant la répartition des semences, l'entretien des canaux et la défense des villages. Ces réseaux protocommunaux, étudiés grâce aux ostracas et aux graffitis retrouvés dans les sites secondaires, ont façonné des structures de solidarité qui réapparaîtront plus tard sous d'autres noms, cités-États araméennes, cités phéniciennes ou cités grecques classiques. Là encore, l'héritage se trouve moins dans les monuments que dans l'architecture invisible des relations humaines. Sur le plan culturel, les mythes forgés au lendemain de l'effondrement ont survécu et se sont diffusés. Le mythe d'un âge d'or perdu, d'une mer qui a englouti les héros, irrigue l'épopée homérique et certaines traditions phéniciennes. Les légendes des cyclopes, des géants des îles et des îles englouties témoignent d'une mémoire collective formée par des réfugiés oraux, conservant le vertige de l'exil et de la destruction. Ces récits, réinventés par les bardes et les poètes, portent l'empreinte d'un traumatisme ancien, devenu légende universelle. Au plan linguistique, la cohabitation forcée de locuteurs mycéniens, hittites, chypriotes et sémites a généré des créoles anciens dont on repère aujourd'hui quelques traces dans les substrats du grec ancien, de l'araméen littéraire et même de certains dialectes anatoliens. Les mots liés à la navigation, au commerce et à la métallurgie montrent des emprunts multiples, qui attestent une époque où la diversité était vécue comme une nécessité pratique. Cette hybridation linguistique, repérable à travers l'épigraphie souvent fragmentaire, est un héritage silencieux que peu d'ouvrages postérieurs ont pris la peine de souligner. Du point de vue religieux, l'effondrement a aussi remodelé les panthéons. Des divinités protectrices des cités, naguère associées à des lignages royaux, sont peu à peu devenues des divinités rurales ou des saints des premiers cultes monothéistes. Le dieu grec Poséidon conserve un rôle de protecteur des eaux, mais aussi d'exilé dans des mythes nés de la mémoire des tempêtes et des migrants. De la même façon, certains cultes d'aspect féminin, Déméter, Astarté, Anat, reflètent une continuité de la relation sacrée à la terre et à l'échange des saisons, malgré la dislocation des structures polythéistes palatiales. L'archéologie moderne a commencé à déchiffrer ces héritages invisibles, mais beaucoup reste à faire. Quels quartiers ruraux, encore inexplorés, recèlent des archives ostracées?
Quels gisements métallurgiques, engorgés depuis 3000 ans, attendent d'être réexploités par des analyses isotopiques plus fines? Quelles épaves sous-marines, englouties sous des bancs de sable, conservent les cargaisons de l'âge d'or? Les levées lidar dans les gorges anatoliennes, la prospection satellitaire en Syrie et la cartographie 3D des fonds marins sont autant de promesses pour révéler des sites oubliés. Sur le plan scientifique, l'interprétation des données paléoclimatiques pose encore problème. Les carottes glaciaires montrent des pics de poussière, mais il reste à distinguer l'impact de l'activité volcanique locale de celui d'éruptions plus lointaines. Comment hiérarchiser les causes climatiques dans un effondrement où se mêlent migration, guerre et crise interne? Les modèles informatiques de simulation environnementale, encore en affinement, pourraient offrir des réponses nuancées, mais nécessitent des calibrations plus fines, des enregistrements dendrochronologiques et isotopiques. Le volet social reste tout aussi obscur. C'est les inscriptions honorifiques et les reliefs officiels ignorent dans les conflats de classe, mais quelques inscriptions de pétitions paysannes, exhumées à Aymar, suggèrent qu'il existait des formes d'action collective pour contester les impôts. Où sont les archives complètes de ces résistances silencieuses? Quel rôle ont joué les groupes de femmes, dont on ne retrouve guère la trace, dans la survie des communautés rurales? Les études d'ADN croisées avec les isotopes alimentaires pourraient un jour permettre de reconnaître les lignées de fermiers, de forgerons, de marchands et de prêtres, redonnant une voix à ceux qui n'ont pas laissé de texte. Enfin, l'enseignement même de cet épisode fait l'objet de débats. Faut-il conserver l'idée romantique d'une civilisation engloutie ou privilégier la constatation d'une rupture adaptative? Cette question renvoie à notre rapport au présent. À l'heure où nous sommes confrontés à notre propre crise climatique et à la fragilité des chaînes d'approvisionnement mondiales, l'étude de l'effondrement de l'âge du bronze tardif ne se limite pas à la reconstitution du passé, mais devient un miroir tendu à nos sociétés. Que disent nos choix archéologiques de nos priorités actuelles? Comment éviter de répéter les mêmes erreurs d'interdépendance excessive et d'inégalité criante? Ainsi, cet effondrement nous apprend que la fin d'un monde est rarement la fin de tout. Il subsiste des savoirs, des pratiques, des récits et des solidarités qui transcendent les ruines. Mais il nous rappelle aussi que la mémoire est toujours fragmentaire, contrôlée et sélective. Et c'est à nous, chercheurs, éducateurs et citoyens nains, de garder l'esprit critique, d'explorer les marges et de cultiver la capacité à poser de nouvelles questions, même lorsque les derniers ces témoins se sont tus. Alors, que retiendrez-vous de cet effondrement? Quels héritages choisirez-vous de faire revivre et quels mystères continuerez-vous à poursuivre? La dernière réponse appartient peut-être à ceux qui, demain, feront jaillir la lumière d'un fragment jusque-là inexploré.